Bonjour à tous. Bienvenue donc à cette table ronde consacrée aujourd'hui aux manipulations de l'information, à la question de la désinformation et des ingérences. On va bien sûr préciser tous ces termes histoire de lancer le débat, vous inquiétez pas. Je voulais d'abord vous présenter nos deux intervenantes. Donc Cécile Dolbeau-Bandin, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Caen et également chercheuse au Centre de recherche risques et vulnérabilités, également à l'Université de Caen, et qui est donc spécialiste des questions de désinformation en France et qui a aussi mené un travail de recherche sur ces questions-là en Estonie. Donc, il pourra nous offrir un regard sur ce qui se fait dans d'autres pays en Europe, et notamment ces pays baltes qui sont en première ligne face à la Russie, puisqu'ils sont voisins de la Russie. Nous avons aussi Madame Delphine Alès, qui est vice-présidente de l'INALCO et professeure en relations internationales. Elle est spécialiste de l'Asie, du Sud-Est et de l'Indo-Pacifique. Et elle pourra nous parler aujourd'hui des ingérences qui touchent le monde universitaire et ce qui est mis en place pour s'en prémunir, pour y faire face ces dernières années. Moi-même, je suis Tiffaine Lelibou, je suis journaliste à l'AFP, à l'agence France Presse, donc qui est une agence de presse, l'une des 3 agences de presse mondiales, l'agence de presse française. Je travaille au service international, qui est notamment chargé des questions de relations internationales, de défense, de diplomatie. Et moi, je suis plus particulièrement en charge de ce qui concerne la guerre de l'information, justement, les questions de guerre cognitive et des ingérences étrangères. Donc, je pourrais aussi compléter le propos éventuellement ou répondre à vos questions, puisque le temps d'échange va s'organiser en 2 temps. D'abord, une des petites questions-réponses de ma part avec les 2 intervenantes, et puis ensuite, je vous laisserai le micro pour recueillir également vos questions. Donc justement, pour commencer, Madame Dolbeau-Bandin, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, même si c'est toujours difficile, mais les principaux termes de ce débat quand on parle de désinformation, de manipulation de l'information, qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Merci pour la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais un petit peu clarifier les choses. On va voir la distinction entre mésinformation et désinformation. Parce qu'il est important aussi d'avoir une bonne terminologie pour commencer ce débat. Donc on commence par la mésinformation. La mésinformation, c'est quand, alors on va tous baser sur les médias sociaux, quand vous allez relayer une information qui est fausse. Par exemple, je vais pouvoir dire que Tiffaine Lelibou n'aime pas les brocolis. Voilà, je vais le publier via TikTok, etc. Mon intention n'est pas de nuire. Je suis pressée, je suis dans le métro, je publie sans aucune... J'ai pas d'intention de nuire à l'image de Tiffaine. Voilà, c'est vraiment un acte un peu involontaire de ma part. Donc, c'est juste, j'ai relayé une fausse information. Donc ça, c'est de la mésinformation. C'est involontaire. En revanche, la désinformation, c'est dans le but de nuire, d'atteindre. Là, je pourrais atteindre Tiffaine sur X sujet. Je ne vais pas le faire maintenant parce que comme c'est filmé, ça pourrait être capté. Après, on pourrait dire que j'ai dit quelque chose sur vous, donc je ne vais pas le dire. Mais voilà, le but est de nuire. Et je voudrais lire la définition de l'OTAN, puisqu'on vit quand même dans un contexte géopolitique perturbé et perturbant. Et la définition de l'OTAN, elle est très claire sur ce qu'est la désinformation. Donc je les cite. C'est le fait de créer et de diffuser délibérément des informations fallacieuses ou truquées dans le but de duper ou de manipuler autrui. Souvent employé de manière générique, ce terme englobe toute une série de tactiques, techniques et procédures dites d'activités d'information hostile. Donc je trouve que ça correspond bien à ce qu'on vit actuellement. Donc dans le but, effectivement, ce que dit l'OTAN poursuit dans sa définition, c'est de fragiliser l'alliance. Donc là, lorsque vous l'avez compris, les fake news, parce que ce que j'associe à la désinformation, on associe aussi ce terme de fake news. En français, certains préfèrent le terme d'infox, mais il faut garder quand même ce terme de fake news. Ce sont des informations fausses, truquées, erronées, fabriquées de toutes pièces, qui ont l'intention de nuire un État, une personne, un gouvernement, etc., etc.
On parle aussi ces temps-ci beaucoup de guerre cognitive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme? Qu'est-ce que cela recouvre? Effectivement, on n'est plus... Je vais citer les propos de David Collomb, enseignant à Sciences Po Paris, qui parle de guerre cognitive. Il y a aussi les propos d'Arnaud Mercier, qui est professeur des universités à l'université Panthéon-Assas, et qui dit qu'on est aussi dans une guerre. Alors, ce n'est pas une guerre comme une guerre de tranchées, comme ce qu'on a connu avec la Première Guerre mondiale ou à la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre cognitive. Et là, vous voyez bien que là, on essaie, justement, avec cette désinformation, avec toutes ces tactiques, stratégies de manipulation, de propagande, etc., de créer en quelque sorte un brouillard cognitif. On est en train de désorienter les gens. Vous voyez, vous vous informez certainement, alors vous regardez certainement encore la télévision, vous écoutez la radio, mais vous vous informez peut-être de plus en plus via les médias sociaux. Je ne sais pas si c'est le cas. Oui? Non? Les lycéens peut-être? Médias? Oui, Combini, Brut, Hugo Décrypte, etc. Et donc, vous voyez bien que cette masse d'informations, il y a beaucoup de fake news, et c'est là pour déstabiliser, vous voyez, les régimes démocratiques. Donc, il se passe une sorte de guerre cognitive. Ce ne sont plus les armes, les drones, les armes chimiques, tout l'arsenal militaire, mais ça va être les mots. Vous voyez, les mots vont avoir leur importance. Et les mots vont être aussi des armes de destruction massive. Donc, c'est le but des fake news. Détruire, attaquer, fragiliser les régimes démocratiques. Un autre terme qui apparaît souvent dans le débat en ce moment, c'est le terme d'ingérence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Eh bien, j'ai regardé dans le dictionnaire. Je me suis dit, avant d'aller dans le débat, je vais aller voir l'origine, j'aime bien l'étymologie des mots, etc. Et en fait, d'ingérence, c'est s'occuper des affaires d'autrui, sans son consentement, en quelque sorte. Et effectivement, ce qu'on constate depuis quelque temps, on va prendre l'exemple de la France, c'est qu'on constate quand même que la Russie fait preuve d'ingérence à notre égard, les États-Unis aussi. C'est discret, c'est moins peut-être visible que la Russie, mais ils font preuve d'ingérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Kremlin, ça fait quelques années que ça dure, intervient discrètement sur les élections électorales. Alors, ce n'est pas dans le but de dire on va élire tel ou tel maire dans telle ou telle commune, c'est pas ça. C'est déstabiliser le pays, gérer un petit peu de tension et aussi polariser la société. On va se baser sur quelque chose, peut-être ça va être de la violence urbaine, et puis on va façonner quelque chose, on va créer quelque chose. Par exemple, on peut citer la ville de Grenoble, où il y a quand même un taux important d'incivilité, et là, on peut se baser sur ça, et après, on va créer des fake news autour de la ville de Grenoble, et on est là pour déstabiliser et aussi polariser la société entre différentes communautés. La désinformation, cela a toujours existé. Avant, on parlait de propagande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui a changé? Effectivement, la désinformation, ça a toujours existé, mais ce qui est quand même important actuellement, c'est avec les moyens de technologie. Il y a un outil que vous avez tous certainement dans votre poche ou dans votre sac à main, ou peu importe, vous l'avez sur vous, c'est votre smartphone. C'est que le smartphone, c'est maintenant un canal. C'est un outil de communication, c'est un outil d'information, c'est un outil de divertissement et c'est un outil aussi de désinformation. Donc c'est ça qui a changé. C'est l'importance des technologies d'information et de communication. Et puis aussi maintenant, on a aussi toutes les intelligences artificielles, toutes les intelligences génératives, etc. Et c'est ça, c'est la viralité. C'est aussi à la vitesse à laquelle une information qui est fabriquée, fallacieuse, va se propager. Un exemple, Donald Trump, la semaine dernière, il me semble, a parlé de la scène conjugale entre Emmanuel Macron et sa femme. Pendant quand même un discours important, on parlait quand même de l'Iran et il s'est attaqué publiquement au président de la République française en parlant, on n'était plus dans la gifle, on était dans le coup de poing de Brigitte Macron à l'encontre de son mari. Donc là, il fabrique aussi de la désinformation, etc. Donc là, c'est pour nuire. Je ne sais plus ce que j'étais partie sur le point de... Sur expliquer ce qui a changé par rapport à la propagande. Eh bien, c'est la viralité. Vous voyez, on est aux États-Unis, discours politique important, mais ça s'est propagé à une rapidité. Et puis, toutes ces fake news qui ont été construites autour de Brigitte Macron, vous avez vu la vitesse à laquelle ça s'est développé, vitesse aussi à laquelle les gens... une partie de la population pense
que Brigitte Macron est un homme. Donc vous voyez, ça c'est la viralité, c'est la pandémie. On a vécu une crise sanitaire, on vit une crise informationnelle, on vit une crise désinformationnelle majeure, et on est bien dans cette pandémie informationnelle et désinformationnelle. Merci beaucoup. Madame Alès, est-ce que vous pouvez maintenant nous en dire plus sur les ingérences qui touchent le monde universitaire aujourd'hui ? Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un sujet effectivement qui s'inscrit un peu dans la continuité de ce dont on vient de discuter. Pour revenir sur les termes et les définitions, on a toujours un problème quand on parle d'ingérence dans le monde universitaire ou de manière plus large, qui est que là aussi, il y a un continuum entre influence et ingérence, l'influence relevant éventuellement de l'activité diplomatique régulière. Tous les acteurs cherchent à influencer leur environnement, c'est la pratique politique et diplomatique, et ce qui relève de l'ingérence, c'est-à-dire, on le disait à l'instant, une volonté de déstabilisation, de se mêler des affaires d'autrui, vous le disiez, et pour ce qui concerne l'activité spécifiquement dans le domaine universitaire, pour amener les établissements ou les chercheurs à agir d'une manière qui n'est pas celle qu'ils auraient éventuellement choisie s'ils pouvaient le faire en toute liberté. Alors, depuis quelques années, il y a un constat, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, on en parle de manière de plus en plus récurrente, parce qu'il y a eu un certain nombre de rapports parlementaires ou de rapports auprès de la Commission européenne sur cette question spécifique des ingérences, et en particulier des ingérences étrangères. Je reviendrai avec un peu de nuance sur cette question-là, dans le champ universitaire. Ça ne veut pas dire que c'est un phénomène complètement nouveau, mais il a généré effectivement de plus en plus d'attention, et en particulier pour ce qui est de la France, à partir d'un rapport parlementaire très intéressant de 2021, co-rapporté par les sénateurs Blanc et Gattolin, sur les ingérences dites extra-occidentales dans le milieu universitaire. Ça nous a amené à l'INALCO, j'en parlerai tout à l'heure, à nous intéresser de façon très spécifique au sujet, parce qu'on est un établissement très particulier pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. L'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Nous enseignons ce qu'on appelle les études aréales, c'est-à-dire à la fois les langues, mais aussi les sciences humaines et sociales sur un grand nombre de régions extra-occidentales, même si l'extra-occidental commence chez nous, en fait, à l'est de l'Europe. Donc on est vraiment un institut de formation en langues et sciences humaines et sociales. On enseigne plus de 106 langues, et vous imaginez bien que sur ce nombre, eh bien, beaucoup des langues que nous enseignons, et puis des contextes politiques, géographiques, historiques sur lesquels nous enseignons, sont traversés par des conflits, sont traversés évidemment par des enjeux d'influence qui peuvent se traduire par des velléités d'ingérence dans nos activités, et en particulier de contraintes sur la liberté académique. C'est notre préoccupation première de nos enseignants-chercheurs. Donc c'est un peu tout le contexte de cette réflexion. Sur ce qui a été conclu par la plupart de ces rapports ou travaux sur les ingérences dans le champ universitaire, et une des raisons pour lesquelles nous avons estimé qu'il était important que les établissements, et le nôtre en particulier, aient une démarche proactive sur ce sujet, moi je relève 4 défauts principaux de ces observations. D'abord, la plupart des observations sur ce sujet se concentrent, je le disais il y a un instant, sur les ingérences étatiques et étrangères. Or, il n'y a pas besoin d'avoir un passeport étranger pour chercher à contraindre ou à s'ingérer dans l'activité académique. Donc ça, c'était une première difficulté étatique. Là aussi, il n'y a pas besoin non plus d'être un acteur nécessairement représentant d'une puissance gouvernementale pour chercher à s'ingérer ou à contraindre ou à limiter le champ de la liberté académique. Et d'ailleurs, au contraire, j'ai envie de dire, l'une des propriétés des opérations d'influence ou d'ingérence aujourd'hui, c'est justement qu'elles sont relayées par un grand nombre d'acteurs qui ne sont pas directement des acteurs étatiques. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de ce qu'on appelle la stratégie du front uni de la Chine, qui consiste justement à passer par un grand nombre d'organisations ou de représentants de la société civile pour faire valoir ou pour relayer les intérêts de Pékin, y compris dans le champ académique. On pourra éventuellement y revenir. Le deuxième défaut de la plupart des analyses produites sur ce sujet, et là qui intéresse directement la conduite de l'activité académique, c'est que très souvent, on a tendance soit à confondre l'activité relevant de l'ingérence
et l'espionnage soit vraiment à se focaliser sur l'espionnage. Et ce qui intéresse la plupart du temps quand on se préoccupe de la question des ingérences dans le monde académique, c'est la question de savoir si on ne va pas venir nous voler des données, s'il n'y a pas un risque de perte de données, est-ce qu'on ne va pas venir chercher à identifier ou à trouver les résultats de la recherche, à chercher à les breveter avant que l'université ait pu conduire ses travaux jusqu'à les faire aboutir, etc. Or, c'est finalement très inadapté à, peut-être pas la majorité, mais à une grande partie de l'activité académique qui est conduite en source ouverte. Les universitaires ne sont pas eux-mêmes des espions, donc nous travaillons sur des sources qui, par définition, sont sur la place publique. Et en plus de ça, la plupart des travaux universitaires ont eux-mêmes vocation à être publiés de manière et diffusés tout à fait librement. Donc se concentrer sur les risques de captation d'informations ou d'espionnage, c'est finalement se concentrer sur une partie très limitée de l'activité académique qui relève d'une partie, et c'est même pas la totalité, mais d'une partie des sciences dures. Pour ce qui est des sciences humaines et sociales, qui nous intéressent plus particulièrement, en fait, il y a un grand embarras des politiques ou des propositions en matière de prévention ou de lutte contre les ingérences à l'université, qui est que nous avons vocation à publier et que dans de nombreux cas, finalement, ce qu'on appelle dans le domaine des sciences dures les technologies duales, qui sont là aussi très souvent l'objet de la focalisation de ces préoccupations, c'est-à-dire des technologies qui peuvent être utilisées à la fois dans le cadre de l'activité civile et dans le cadre de l'activité militaire. En sciences humaines et sociales, c'est le produit même de la recherche. Ce qui suscite l'intérêt des acteurs qui cherchent à s'ingérer dans nos activités de recherche, c'est la nature du discours ou des analyses académiques, puisqu'on va plutôt chercher soit à empêcher les chercheurs de travailler librement sur certains contextes parce qu'on ne voudrait pas que soit produite une parole trop critique sur ces contextes-là, et donc on va plutôt chercher à limiter le champ de l'activité scientifique, ou plutôt chercher à l'influencer directement de façon à ce que cette activité scientifique puisse servir de relais à des discours relevant de la propagande ou de la désinformation et donc venir donner une légitimité ou un vernis académique à ces discours. Or, il est évidemment très difficile dans ce type de contexte ou vis-à-vis de ce type de production académique de mettre en place des politiques qui soient efficaces. Ça ne peut se faire qu'avec de la prévention et pas avec ce qui est la pratique la plus courante en matière de lutte contre les ingérences ou la captation d'informations dans le champ universitaire. L'État français développe et multiplie depuis quelques années ce qu'on appelle des zones à régime restrictif, c'est-à-dire par exemple le fait de considérer qu'un laboratoire qui va travailler sur une technologie particulièrement sensible, stratégique, duale, je le disais tout à l'heure, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple Oui, un laboratoire qui travaille sur les technologies nucléaires, par exemple, pour pouvoir y accéder et y travailler, vous devez passer par une série de screenings par des services de sécurité et qui vont conduire à exclure, sans doute, a priori, certaines nationalités du droit de travailler dans ces contextes-là. Il n'y en a pas ou très peu en sciences humaines et sociales, encore une fois, parce qu'on a vocation à travailler de façon ouverte. Donc, c'est des mesures qui ne sont pas adaptées à l'ensemble du champ scientifique. Est-ce que, avant d'aller plus loin, est-ce que pour bien comprendre, vous pouvez nous donner quelques exemples de tentatives d'ingérence qui auraient pu viser l'INALCO, par exemple ? Oui, alors je vais y revenir dans un instant. Il y en a une qui est très connue, donc c'est très simple pour moi d'y revenir. L'INALCO, je le disais, on enseigne 106 langues, dont certaines sont sensibles. Ça nous amène à inviter des spécialistes de ces langues ou des personnalités qui sont liées à ces langues. Il y a quelques années, une histoire qui avait fait l'objet d'un peu de presse, où l'établissement avait invité le Dalai Lama, puisque nous enseignons le tibétain, et a fait l'objet de pression de l'ambassade de Chine pour désinviter le Dalai Lama. L'établissement n'a pas cédé à ces pressions, notamment parce qu'il est autonome sur le plan financier. Il n'y a pas de dépendance à l'égard de droits d'inscription d'étudiants chinois, de bourses, etc. Donc ça, c'est un exemple tout à fait et visant courant, des et il y en aurait d'autres du même ordre. Sur les chercheurs, ça relève, alors c'est souvent beaucoup plus subtil, insidieux, j'allais dire. Les chercheurs qui travaillent sur des terrains sensibles sont souvent inquiets de leur droit d'accéder au terrain. Et donc, il peut y avoir des pressions à l'obtention de visas, de permis de recherche. On voit se multiplier sur un grand nombre de
de terrain, la nécessité d'obtenir des permis spéciaux. C'est le cas pour les journalistes aussi. Là où avant on pouvait entrer avec un permis ou un visa conventionnel, il faut maintenant très souvent montrer patte blanche, expliquer ce que vont être ces thèmes de recherche avant de pouvoir obtenir ce permis qui parfois peut se limiter à une partie seulement du territoire. Et donc nécessairement ça amène les chercheurs à réfléchir à la façon dont ils vont présenter leurs travaux, à modifier éventuellement la chronologie de publication de leurs travaux, c'est-à-dire à s'empêcher de publier ou de communiquer dans les médias sur la totalité de leurs objets de recherche, en attendant de le faire peut-être dans des espaces plus discrets, dans des revues plus confidentielles qui ne le feraient. Et donc ça nuit aussi évidemment à la diffusion des résultats de la recherche vers la société. Quels pays sont les plus concernés par ces restrictions justement ? Alors aujourd'hui, les restrictions vont dans les deux sens. Si on élargit la question à celle des terrains empêchés, je ne le ferai pas complètement. Les chercheurs français ne peuvent plus aller partout pour des tas de raisons qui peuvent être des raisons politiques ou des raisons de sécurité. Donc c'est un enjeu qui est très important pour nous, mais qui sort un tout petit peu du champ de la discussion ici. Sur la question de l'obtention de visas, la Chine, évidemment, est un sujet très important. Les lois de sécurité nationale à Hong Kong contraignent beaucoup la recherche telle qu'elle peut être menée dans ce contexte. Les travaux des chercheurs sont directement visés, surveillés, même par l'ambassade. Et on a eu un certain nombre, là aussi publiquement, d'altercations entre des chercheurs français et un ambassadeur de Chine qui était particulièrement virulent sur ce sujet. Donc là, c'est de la pression directe sur les travaux des chercheurs. Il y aurait évidemment d'autres exemples. Vous vouliez aussi revenir sur les moyens justement que vous avez développés à l'INALCO ou dans le monde universitaire en général pour répondre à ces pressions-là ? Oui, il y a beaucoup de réflexions dans le monde universitaire parce que c'était le 4e reproche qu'on pourrait adresser à beaucoup des analyses sur ce sujet. Très souvent, on a eu tendance à considérer que les universités étaient naïves sur ce sujet. Or, c'est en réalité peu le cas. Il y a une vraie conscience de la part de mes collègues justement des risques qui les concernent tout à fait directement de se voir contraindre dans ces travaux et de la nécessité de protéger finalement la liberté dans l'espace universitaire. Donc c'est plus une question de moyens et d'organisation qu'une question de naïveté. Et donc il y a eu un certain nombre de réflexions visant à essayer justement de s'organiser pour pouvoir préserver la liberté académique plutôt que de se voir imposer des mesures restrictives par le haut. Donc, mesures qui peuvent concerner tout simplement l'application du droit. Il y a tout un enjeu et qui nous concerne tout particulièrement, parce que quand vous enseignez, je disais le tibétain, mais le ouïghour, l'arménien, voilà, un certain nombre de langues qui peuvent faire l'objet d'une forme de surveillance, y compris de la part de représentants de puissances étrangères. Et donc, on a un premier besoin qui est de protéger les enseignants et les étudiants qui enseignent ou qui étudient ces langues simplement par l'application du cadre européen, du régime européen de la protection des données, en étant très prudent à la protection des données des personnels ou des étudiants. On a mis en place, et c'est le cas dans de plus en plus d'établissements, il y a des formations qui sont maintenant proposées sur ce sujet, des formations justement qui visent à avoir une démarche préventive vis-à-vis des tentatives d'exploitation de l'image des établissements. Une partie, là aussi on est toujours un peu dans quelque chose d'un peu flou entre désinformation, influence et ingérence. L'université, c'est par définition, et ça doit le rester, un espace de passage, un espace de liberté, mais ça entraîne parfois de la circulation d'acteurs qui ne sont pas forcément bienveillants à l'égard de ces mêmes libertés et qui voudraient utiliser la réputation des établissements pour y organiser éventuellement des événements, en passant parfois par des proxys, pour pouvoir se prévaloir du fait d'avoir pu communiquer un discours qui peut relever de la désinformation dans un cadre universitaire, ce qui peut lui donner une forme de légitimité. Donc on est vigilant et on informe nos personnels de ce type de risque en espérant que l'information va remonter. Ça, c'est déjà arrivé à l'INALCO, quelqu'un qui, par exemple, veut organiser un événement dans vos murs et... Des sollicitations pour... tous les établissements sont, par exemple, aujourd'hui incités à valoriser leurs locaux en louant les locaux quand ils ne sont pas utilisés pour l'activité pédagogique ou de recherche. On est maintenant très prudent parce qu'on a eu un certain nombre de sollicitations pour louer, avec le tarif tout à fait officiel pour cela, les locaux, mais pour organiser des événements qui effectivement ne correspondaient pas à ce que sont les valeurs tout simplement de l'établissement. Donc sans cette démarche de prudence et de prévention, il n'est pas certain que les personnels administratifs qui sont en charge de ces locations auraient été vigilants. Donc c'est des sujets
qui reviennent de manière assez récurrente, de façon peut-être plus importante, plus structurelle. On est très vigilant, et là aussi dans un contexte où, parce que les choses sont liées, les universités sont en besoin cruel de financement aujourd'hui. On est appelé à chercher des ressources propres. On est extrêmement prudent vis-à-vis du fait de ne pas se mettre en dépendance vis-à-vis de financement. Là encore, pas forcément étrangers, peut être des financements privés, mais qui viendraient contraindre aussi le champ de la liberté académique. Donc on met en place des procédures de diligence donc pour s'assurer que l'emploi des fonds soit entièrement libre, qu'il n'y ait pas de risque de se voir supprimer ces financements en milieu de contrat si jamais les recherches menées avec un financement extérieur n'étaient pas conformes aux attentes du bailleur de fonds, s'assurer évidemment qu'il n'y ait pas tout un domaine de l'activité de l'établissement qui soit dépendant d'un bailleur de fonds privé ou étranger. Et ça demande évidemment une réflexion un peu soutenue. On voit d'ailleurs, par exemple, que les universités de pays voisins, au Royaume-Uni, qui sont beaucoup plus dépendants des droits d'inscription des étudiants ou de financement étranger, sont beaucoup plus vulnérables à ce type de pression qui peuvent contraindre évidemment l'activité académique. Ok, merci beaucoup. Madame Dolbeau-Bandin, on sait que la France, c'est le pays d'Europe le plus ciblé par les ingérences après l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi la France est particulièrement ciblée ? Oui, actuellement, elle est particulièrement ciblée. Je pense que c'est les prises de position de la France sur plusieurs conflits. Il n'y a pas que l'Ukraine, il y a l'Iran, Israël, etc. Donc, c'est un acteur important dans le jeu géopolitique, et c'est vrai que c'est un ciblage régulier. Des fois, c'est discret. Ça sous-entend des choses. Et puis, des fois, comme Donald Trump, parce que là aussi, c'est de l'ingérence étrangère. Même si c'est encore un pays allié, il y a quand même de l'ingérence, et il y a des attaques de plus en plus virulentes à l'égard de la France, à l'égard du président français. Donc, oui, c'est aussi, encore une fois, c'est dans cette guerre cognitive. On est là pour déstabiliser, pour insinuer le doute aussi dans la population. C'est insinuer aussi le doute dans la population française. Oui, s'interroger sur les positions du président français. Est-ce qu'elles vont correspondre à ce que pense la population française ? On essaie de polariser la société. Voilà, je l'ai dit précédemment, donc on va essayer de diviser les sociétés. Je parlais de désinformation, j'ai surtout parlé des médias sociaux. Alors, je ne parle pas de réseaux sociaux, moi je parle de médias sociaux ou de médias sociaux ou de réseaux sociaux numériques. Le terme réseaux sociaux est pas approprié, voilà, c'est un mauvais usage. Donc les médias sociaux, mais je vais citer encore une fois David Colomb, qui est quand même le spécialiste de la question de guerre cognitive. Il disait que là, c'est aussi un projet global. On a évidemment les attaques désinformationnelles, informationnelles via les médias sociaux, mais elles contaminent la vie réelle. Vous voyez, on a eu ces croix de David sur les murs, on a eu des têtes de cochons dispersées devant des mosquées, et on s'est aperçu que c'était des ingérences étrangères, que c'était demandé par des ingérences étrangères. Donc voilà. Donc il y a aussi quelque chose de global. C'est pas que le numérique, c'est l'espace public numérique, mais il y a aussi l'espace public réel, entre guillemets. Ouais. Et vous disiez, voilà, vous avez le sentiment que l'Estonie était plus préparée que la France avec les bunkers, etc. Et en matière de vraiment lutte contre la désinformation, lutte contre les ingérences, comment vous, en tant que spécialiste, vous jugez ce que la France met en place aujourd'hui ? Est-ce que c'est suffisant, même si voilà, c'est une question difficile, mais comment vous appréciez cela ? Alors, on est filmé, ouais, donc je vais me censurer. Je pense que c'est pas assez. Je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas du tout prêt, justement, sur ces questions de hacking. Vous voyez, on a été hacké. Même le CHU-de-Caen, il me semble, a été hacké. Il y a des établissements publics de santé qui sont régulièrement hackés. Je pense qu'on n'est pas... Alors, il y a des moyens qui sont mis en place. Il y a la cybersécurité. À quand on développe quelque chose sur la cybersécurité, mais il faut renforcer ces questions de cybersécurité, notamment dans les hôpitaux, notamment dans les organismes publics. Les universités sont aussi régulièrement les cibles. C'est des lieux stratégiques, privilégiés. Et je pense que la France devrait investir de plus en plus les moyens des chercheurs, des informaticiens, des cybernéticiens, que sais-je encore, pour renforcer cette défense numérique, parce qu'elle est vraiment primordiale pour nous protéger. On n'est plus, c'est vraiment une guerre cognitive, mais qui va se jouer aussi dans ces cyberespaces.
Est-ce que Madame Alès, justement, vous regardez, est-ce qu'il y a des pays exemples, enfin voilà, des choses qui se font ailleurs, qui vous inspirent en matière de protection, justement ? On n'est jamais complètement parfait sur le sujet, donc il n'y a pas de très bon exemple. La Commission européenne, je dois dire, a publié un cadre qui, s'il était effectivement mis en œuvre, serait tout à fait pertinent sur le sujet. La vraie difficulté, c'est que tout ça demande des moyens considérables. C'est beaucoup plus facile d'avoir une démarche de contrainte que de mettre en place un cadre qui permette la liberté, mais en même temps la résilience, pour faire en sorte que quand cette liberté est attaquée, eh bien, elle ne soit pas mise en danger. On parlait de cybersécurité il y a un instant. Dans mon établissement, c'est plus d'1 million d'euros d'investissement en 2 ans. Sur un budget de 19. Je ne sais pas si, en termes d'ordre de grandeur, c'est immense dans un contexte où les budgets n'augmentent pas. Et ça n'est pas suffisant pour être suffisamment performant parce que, évidemment, c'est des technologies qui évoluent en permanence. Donc, tout l'enjeu, vraiment pour moi, et je voudrais que ce soit peut-être retenu comme la chose la plus importante sur ce point-là, c'est vraiment de fournir le socle de base qui permettent à la fois d'être résilient, de se protéger vis-à-vis de ces tentatives qui sont récurrentes, qui s'intensifient sans doute, sans porter atteinte à ce qui fait le fondement d'abord de la bonne recherche, parce que l'objectif de l'université, c'est quand même de produire de la recherche qui soit pertinente, et sans liberté académique, ça n'est tout simplement pas possible. Ça, c'est un premier point. Et puis, qui se donne la possibilité, parfois que ça échoue, parce que dans un environnement libre, on est nécessairement traversé par des velléités d'influence, d'ingérence, et je pense qu'il est, moins important, ou plutôt il est plus important de conserver un degré d'ouverture et de liberté, quitte à ce que parfois, effectivement, des acteurs ingérants puissent se rendre visibles dans des espaces où ça ne devrait pas être le cas, plutôt que de fonctionner en huis clos. Dans le cas d'un établissement comme le mien, si on coupe les relations avec l'ensemble des acteurs, des États ou des pires, des personnes de nationalité relevant d'États qui ont des pratiques d'ingérence, y compris dans nos propres activités, en fait, on ne conduit plus d'activité scientifique du tout. Donc, on a besoin d'avoir ce socle de résilience, mais qui demande des moyens que nous n'avons malheureusement pas et très difficilement aujourd'hui, y compris sur le plan purement technique et informatique. On sait que l'année prochaine auront lieu les élections présidentielles en France. À quoi peut-on s'attendre, à votre sens, en matière d'ingérence dans les mois qui viennent ? Vu ce qu'on voit ces temps-ci, quand il y a eu une élection en Hongrie il y a quelques semaines, la semaine dernière, donc déjà on a un petit peu ce week-end, voilà, une idée un petit peu de ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Donc là, les ingérences ont été vraiment visibles, se sont sues après, conversations téléphoniques, etc., entre le Premier ministre et puis quelqu'un d'important du Kremlin. Je pense qu'évidemment, la France, vous l'avez dit, vraiment très très ciblée, donc ça va s'accentuer. On va vraiment avoir des ingérences étrangères importantes, des attaques très importantes. Donc ça va à nouveau, je pense, en plus comme il y a le contexte français, social, économique, politique est quand même fragilisé, polarisé. Il y a vraiment des oppositions fortes dans la société, ce qui est nécessaire, mais là elles sont quand même exacerbées. On se demande des fois si on peut encore discuter, échanger ensemble. Le vivre ensemble lié au principe de 1789 est important. Et je pense que ces principes de 1789 vont vraiment être attaqués. Et on va avoir des ingérences étrangères, russes, certainement chinoises, mais on va avoir aussi américaines. D'ailleurs, quand Donald Trump parle, vous entendez bien, ces attaques sont de plus en plus récurrentes, de plus en plus ciblées via Emmanuel Macron, vers Emmanuel Macron. Donc effectivement, je ne suis pas futurologue, mais je pense que, en tant que chercheuse, ça va être extrêmement intéressant à observer, à noter, à étudier. Ça va être un terrain très riche, mais ça va vraiment encore fragiliser notre société, la société française, le débat démocratique, la démocratie et la République française. Je pense que c'est vraiment... ça va être un contexte très difficile. Vous vous attendez à ce que ce soit les mêmes acteurs, auteurs d'ingérence qu'habituellement, ou voir émerger d'autres acteurs ? Il peut y en avoir d'autres qui vont émerger. Ouais, vu le contexte géopolitique, il y en aura certainement d'autres. Après, il y en aura toujours
les dominants, entre guillemets, ceux qui sont récurrents, mais je pense qu'effectivement, il y en aura d'autres. C'est peut-être plus insidieux. On ne les voit pas encore. Ils commencent à apparaître, on les a vus un petit peu, même les élections municipales. Ces ingérences, elles ont quand même été là pendant les élections municipales. C'est quand même assez surprenant. Avant, c'était plutôt pendant la présidentielle, etc., les législatives, et encore. Mais là, les élections municipales. Ok, je vous propose, pour avoir le temps de débattre un petit peu, de commencer à faire tourner le micro dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça arrive. Est-ce que vous pensez que les ingérences, elles sont visées à l'international et vers la France pour discréditer l'image du coup à l'international et déstabiliser la nation française? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer un peu ce que vous voulez, votre question? Par exemple, Donald Trump, quand il discrédite le président français, est-ce que vous pensez qu'il nuit à l'image de la France à l'international et dans le côté national aussi? Oui. Alors déjà, il nuit à sa propre image. Voilà, on le dit peu, mais il nuit quand même assez à sa propre image. Déjà, ça commence par là. Enfin, j'espère que tout le monde en a conscience. Mais effectivement, il essaie de nuire à l'image de la France. Oui, ça déstabilise. Même si c'est des questions de l'intime. Je trouve que c'est quand même c'est vraiment des questions intimes. Ça ne nous regarde pas les relations personnelles, interpersonnelles entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. C'est leur intimité. Même si c'est un homme politique, voilà, une femme qui est mariée à un homme politique, qui a une visibilité, mais c'est son intimité. Et là, je trouve que vraiment, on touche à des questions, encore s'il avait attaqué Emmanuel Macron sur sa façon, la dissolution, par exemple, voilà, quelque chose, hein, des choses. Voilà. Mais là, c'est vraiment l'intime. Et là, c'est vraiment pour toucher. Et puis en plus, c'est récurrent. Et puis, derrière Brigitte Macron, je vous ai dit, il y a eu cette fabrication de fake news sur l'identité de Brigitte Macron. D'après une influenceuse proche de Donald Trump qui a lancé cette fake news sur le thème de Brigitte Macron serait un homme qui a été repris mondialement. Il y a eu quand même un procès qui est en cours. Et donc, vous voyez bien que là, il y a quand même une attaque. Il y a une attaque récurrente et qui vient vraiment vers l'intime. Et oui, ça nuit à l'image de la France. Et ça nuit aussi... Alors, ça nuit à l'image de la France, puis ça nuit aussi à l'image d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que la question du double niveau est intéressante parce qu'on est dans un contexte où, ces propos sont formulés dans un contexte où ce que Donald Trump cherche à affaiblir, c'est la portée de la critique française vis-à-vis de sa propre action internationale. Donc il cible dans un premier temps effectivement la crédibilité internationale de la France et éventuellement les acteurs qui pourraient être convaincus par cette position française à l'international, tout en déstabilisant effectivement la persona politique de Macron dans le champ politique intérieur. Mais il y avait une préoccupation qui était d'abord cette situation de négociation internationale, d'absence d'adhésion de la France évidemment aux aventures militaires états-uniennes et derrière la question de l'absence de soutien de l'OTAN à cette aventure états-unienne. Mais la question des doubles niveaux, effectivement, est intéressante parce que parfois, ce qui est visé, c'est effectivement plutôt la crédibilité ou l'adhésion politique que suscite un responsable dans son contexte national. Là, on était vraiment sur les deux tableaux avec une priorité à la dimension internationale. Oui, puis je reprends. Puis si on prend une analyse la signification des propos de Trump, c'est que derrière, effectivement, c'est le conflit en Iran. Mais il nous montre que Emmanuel Macron, il ne peut pas gérer un conflit personnel, interpersonnel dans l'intimité. Donc, en gros, si vous interprétez, si on va extrapoler, si on va dans la pensée de Trump, qu'est-ce que veut dire Trump ? Comment Emmanuel Macron va pouvoir gérer un conflit international ? Il n'en est même pas capable au sein de son foyer. Donc, c'est encore une fois déstabiliser, attaquer, semer le doute. Oui, on sème le doute sur les capacités du président français à gérer. Alors que, moi, Donald Trump, voilà, j'ai failli avoir le prix Nobel, je suis capable, je suis compétent pour gérer tous les conflits. Tous les conflits. Il y avait une autre question dans la salle. Oui, est-ce que vous pourriez faire un lien
entre ce que vous avez dit sur le fait que peut-être la France ne réagit pas assez aux ingérences, enfin qu'on ne se défend pas assez. Faites-vous un lien entre ça et le fait que nous sommes, avec la mondialisation, nous sommes quand même très dépendants d'autres pays pour l'énergie, mais pas seulement, pour beaucoup de choses. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre les deux choses? Est-ce qu'aussi, il y a un lien avec des reproches qu'on a fait à la France et à la communauté européenne par rapport à Trump de ne pas réagir assez, de ne pas dénoncer sa politique? Faites-vous un lien entre les deux? Je ne suis pas spécialiste en géopolitique, mais effectivement, alors, la France, c'est pas qu'elle ne s'y intéresse pas aux ingérences. Elle en est consciente. Elle a conscience de toutes ces ingérences, mais les moyens techniques, technologiques, financiers, enfin, vous voyez, sont tellement importants que là, ça se met en place doucement. Donc, on réagit doucement. Il faudrait quand même activer ces leviers d'action. Ça, c'est une nécessité. Prendre un peu l'exemple de l'Estonie, comment ils réagissent et comment ils sont pionniers aussi dans le numérique dans toute l'Europe. Ils ont vraiment une avancée assez importante vis-à-vis aussi des pays européens sur tout ce qui est numérique, écosystème numérique. Et votre question, c'était le lien avec le... de ne pas condamner la politique de Trump assez, et par exemple par rapport à la guerre qui vient d'être déclenchée en Iran, et d'être tiède, je vais dire. Avec des que guillemets. La France ait une position tiède, je ne peux pas vraiment vous répondre. Je ne suis pas vraiment spécialiste de la question, je ne vais pas donner d'erreur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais moi, sur le lien avec la question de la mondialisation, oui, la France, comme beaucoup d'États, est insérée dans un écheveau de relations d'interdépendance. Je ne considérerais pas que c'est cela qui la rend particulièrement vulnérable, en revenant sur ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est, à mon avis, que le sujet est moins la lutte immédiate ou frontale contre les ingérences ou les influences ou d'ailleurs la désinformation, que celle du socle de résilience qui permet, lorsque on est ciblé par ce type de tentative, eh bien, qu'elle ne soit pas efficace. Dans un environnement ouvert, libéral, et ouvert à la fois sur le plan commercial, mais sur le plan informationnel, politique, etc., il y a nécessairement des influences, des désaccords et des tentatives de pression ou d'ingérence. Ça n'est pas grave si on a un socle de résilience qui permet de percevoir ces tentatives avec ce qu'il faut d'esprit critique, de capacité de répondant. Donc à mon avis, il y a aussi une question qui est très difficile, d'orientation des priorités des politiques publiques de lutte contre ces enjeux-là. Est-ce qu'il faut faire de la contre-désinformation, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une fake news, dire non, c'est pas vrai, avec une efficacité qui est toujours un peu limitée, parce que quand ce sont les pouvoirs publics ou des acteurs perçus comme officiels qui disent que c'est pas vrai, finalement ça nourrit aussi le récit selon lequel... complotiste, hein. Exactement. Ou est-ce qu'il faudrait investir à long terme dans tout un travail sur comment s'informer, comment croiser l'information, quel est l'esprit critique. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle, donc c'est aussi vous qui êtes en première ligne de ce point de vue-là, sur le fait d'accompagner vos élèves et les élèves qui sont là aussi, sur le fait d'arriver à bien croiser l'information et pas croire tout ce qui vous est raconté. Donc cette résilience est plus importante, à mon avis, dans un contexte ouvert. Et elle est la condition d'une ouverture qui ne soit pas risquée. Sur la réponse que peut mettre en place la France, vous parliez de la réponse étatique, justement, il y a un compte sur les réseaux sociaux qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, c'est le compte du Quai d'Orsay, French Response, qui essaye de répondre justement aux fake news ou discours critiques qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, avec les codes des réseaux sociaux, donc en maniant l'ironie, l'humour, les gifs, etc. Qu'est-ce que vous, en tant que chercheuse, comment vous jugez cette démarche ? C'est ce que vous venez de dire précédemment. C'est vrai que quand c'est la position, quand c'est la parole de l'État, après, qui revient, qui essaie d'interpréter une fake news, eh bien, après, c'est aussi discutable. Ça peut rejoindre aussi toutes ces théories du complot. Mais je reviens sur les codes de l'humour, etc. La SNCF aussi avait fait ça.
avaient joué sur l'humour. Et ils avaient été tellement loin, un des community managers ou une des community managers avait répondu à une passagère, elle avait mis une photo et il avait voulu faire, la personne avait voulu de l'humour, mais elle avait critiqué son nez, avait fait une atteinte à son physique. Vous voyez, il faut quand même avoir... il y a l'humour, certes, sur les médias sociaux, mais il faut savoir à qui on parle, quelle est notre cible. Est-ce que c'était le rôle, voilà, même peu importe, quelle que soit la marque, d'attaquer une passagère sur son physique, etc. Non. Donc l'humour déjà, par le Quai d'Orsay, par les ministères, etc., la SNCF et tous les autres, je pense qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'en se rapprochant, en faisant de l'humour, qu'on va se rapprocher des jeunes. Voilà, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Je ne pense pas. Il faut quand même faire attention quand on joue avec l'humour. Et puis, débunker des fake news via le Quai d'Orsay ou tout organisme officiel, etc., je ne pense pas que ça marche. Je pense que ça va même aggraver la situation parce qu'on va se diriger vers des théories complotistes. Voilà, regardez avec Artemis. Vous avez un bel exemple de ce qui se passe. Non, tout est sur fond vert, tout a été créé. Vous avez bien vu que la capsule à côté, ils se sont éloignés, il n'y a rien, enfin, ils ne sont pas. Donc, vous voyez, c'est contre-productif. Je pense effectivement qu'il faut éduquer, mais pas que les jeunes. Là, l'éducation aux médias, c'est pas de 0 à 7 ans ou de 0 à 17 ans. Je pense que c'est peut-être 0, c'était exagéré, mais bon, pourquoi pas, jusqu'à plus de 99 ans, etc. Je pense que c'est à tous les âges, surtout avec les moyens de communication, etc. Donc, à chaque étape de la vie, il faut apprendre à reconnaître ce qu'est une information. Maintenant, on a les deepfakes, on a les vidéos produites, générées par les intelligences artificielles. On a plein de contenus et je pense qu'il va être important que tout le monde se forme, tous les âges, connaissent le contexte journalistique, médiatique, etc. Et cette éducation aux médias, elle doit être globale et elle doit considérer pas que les lycéens, pas que les collégiens, pas que les élèves en primaire, mais elle doit englober toute la société française, quel que soit votre niveau d'études, votre cursus, etc. C'est indispensable seulement pour faire preuve de résilience et surtout développer son esprit critique face à cette vague d'informations. Il n'y a pas que de la désinformation. On est dans un contexte informationnel perturbé et perturbant. On est dans une sorte d'infobésité. Vous connaissez ce mot valise d'information et d'obésité, voilà, où on a une vague d'informations qui est diffusée. Les chaînes de télévision continuent. Il n'y a pas que les médias sociaux, TikTok, etc. La radio aussi, à autre mesure. Mais il faut vraiment éduquer et développer notre esprit critique face à cet écosystème, à cette guerre cognitive. Donc c'est important. Vous vouliez revenir sur la question peut-être ? Moi, je suis très bon public pour French Response. C'est un humour qui me fait beaucoup rire. Mais surtout, en fait, je trouve que ça a une efficacité, ou en tout cas un potentiel d'efficacité, parce qu'il est très tôt encore pour en juger, justement parce qu'on n'est pas dans le registre du debunking, on est dans le registre de l'ironie. Donc on part du principe que ces choses sont absurdes et pas très importantes, donc on peut s'en amuser. Ce qui, d'une certaine manière, consiste à dire, en fait, on est justement résistant à ça, donc ça ne nous atteint pas et on peut en plaisanter sans pour autant laisser des fausses informations ou des attaques directes sans réponse. Donc je trouve que c'est très habilement joué justement avec le fait que il est très difficile de faire du debunking, vous le disiez il y a un instant, parce que tout simplement les vraies informations sont complexes. Donc il est toujours beaucoup plus efficace de jouer sur un registre émotionnel qui est plus viral, qui est plus facilement retransmis, ça prend 2 minutes, ça touche beaucoup plus que de redonner des faits, de redonner des chiffres, de revenir sur des chronologies ou sur des réseaux d'acteurs qui sont toujours beaucoup plus compliqués que ce qu'on vous présente dans une fake news. Donc French Response ne fait pas ça, ne prend pas le temps parce que par ailleurs ça consomme une énergie considérable. Quand vous êtes une institution et que vous cherchez à rétablir la vérité, il faut en repasser par, encore une fois, une chronologie des chiffres, des données que les personnes dans cette situation de viralité n'ont pas le temps d'absorber. Donc on n'entre pas là-dedans, mais en même temps, on ne laisse pas les choses sans réponse et on en plaisante parce qu'on y résiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ouais. Oui,
Bonjour. D'abord, merci pour ce débat de grande qualité. Moi, je suis prof en lycée, donc je fais partie de ceux qui sont au front dans ce domaine. Et vous parlez de réponses. Alors, il y a aussi, moi, la question des canaux qui amènent des informations auxquelles il faudrait répondre. Et il y a des canaux qui me posent vraiment question, moi. Alors, en tant que prof, je pense qu'on est quelques-uns à avoir reçu ça. En novembre dernier, j'ai reçu une sollicitation pour participer à un projet qui s'appelle Adopt Diplomat. Adopt Diplomat, qui était monté par l'ambassade des États-Unis en France, dont on connaît quand même le trumpisme total. Alors c'est un projet qui avait été monté sous Biden, donc pourquoi pas après tout de travailler sur les relations, présenter la diplomatie américaine à des jeunes Français. Mais moi, ce que je trouve absolument dingue, c'est qu'aucune personne, soit au Quai d'Orsay, soit au ministère de l'Éducation nationale, ne se soit dit que c'était peut-être plus le même contexte et qu'il fallait peut-être arrêter. Alors je ne sais pas si des collègues ont fait des visios avec Charles Kushner, mais ça doit quand même donner quelque chose qui est de l'ordre de l'ingérence diplomatique venue d'une puissance qui est certes notre allié, mais qui actuellement n'est plus notre ami, on va dire ça comme ça. Donc je tenais à le dire parce que j'ai un peu communiqué là-dessus. J'ai vu qu'il y avait un article en ligne d'une revue qui s'intéresse aux effets de l'espionnage, etc. Mais c'est en fin 2025, on nous demande encore si on est d'accord pour avoir donc en gros une ingérence de l'ambassade des États-Unis. Puis la deuxième chose, Mme Alès, c'est à vous que se destine peut-être plus la question. Mes élèves travaillent sur des petites vidéos, etc. Et il y a un canal que vous connaissez évidemment, c'est CGTN France, qui publie des capsules vidéo destinées aux scolaires et qui sont des tissus de propagande chinoise plus ou moins évidente. Enfin, il y a une capsule, je conseille à tout le monde de la regarder, ça s'appelle What is Democracy? Ça vous explique à quel point la démocratie, nous on n'a rien compris et que c'est en Chine qu'elle se développe. Et donc de ce point de vue-là, la question que je vous pose, madame, c'est est-ce que, on n'est pas en guerre bien sûr avec la Chine, Dieu merci, mais est-ce que ce qu'on a fait sur les médias russes ne devrait pas être d'une certaine manière appliqué aussi sur certains médias chinois? Et puis je voulais avoir... je ne connaissais pas votre fonction, mais votre avis sur quelque chose, moi, qui me comment dire, ça me laisse un peu sceptique. Je n'ai rien contre à la base. C'est les instituts Confucius qui se sont développés en France, et je ne sais pas quelle est la fonction de cette structure. Bon, quand on regarde le site, c'est sur la peinture sur soie, etc. Il y a l'air d'avoir des trucs formidables, mais je ne sais pas quel est le bilan de ces instituts Confucius depuis les quelques années que ça existe en France. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer d'être synthétique. Elles sont toutes importantes. Alors, je ne connaissais pas ce programme Adopt Diplomat, mais je vais me pencher sur le sujet de façon attentive. Je comprends que c'est une initiative états-unienne de diplomatie publique, c'est ça, et que vous avez été directement contacté, pas nécessairement par l'intermédiaire français. C'est le rectorat qui a envoyé à Charles de Gaulle, au lycée Charles de Gaulle, c'est ça? Ouais. Ah, vous êtes à Charles de Gaulle, ouais. D'accord. Je vais regarder un peu plus en détail. Bon, j'imagine que... Ouais. Regardez si... Voilà, mais bon. C'est toute la difficulté, justement. La diplomatie publique, ça existe depuis les années... Donc, ça a été conceptualisé dans les années 50. C'est parler directement aux populations et tous les États font ça. Les ambassades de France aussi ont une présence dans les universités, à l'étranger. Moi, je suis spécialiste de l'Indonésie. Il y a un certain nombre de French Corners dans les universités, dans les grandes universités indonésiennes, parce que c'est une manière de faire rayonner l'image de la France, etc. Donc la question, c'est à partir de quand, effectivement, ça devient acceptable ou pas. Et ça rejoint un peu la question que vous posiez sur les instituts Confucius. Il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a une forme, et là je peux employer le mot de naïveté, à penser que la culture n'est pas politique. Et à penser que quand on est dans le domaine du linguistique et du culturel, on n'est finalement pas dans une situation de promouvoir un message qui est un message politique ou propagandiste ou de l'ordre de la velléité d'influence. Il faut être extrêmement prudent vis-à-vis de ça, parce que la manière dont un gouvernement présente une culture ou sa culture millénaire, elle est nécessairement sélective. On fait des choix, il y a des choses qu'on représente, il y a des choses qu'on ne représente
représente pas. On exclut éventuellement, et c'est évidemment le cas du discours officiel, une partie des populations ou des acteurs qui composent ou qui font la complexité de la Chine en l'occurrence. Et les instituts Confucius sont le relais, bien évidemment, de la manière dont l'État chinois conçoit la culture, l'histoire chinoise et la manière dont elle est mise en récit pour aboutir à une conclusion qui est que le régime actuel est le produit de cette histoire millénaire et que ses positions internationales le sont également. Donc il y a une très grande prudence à avoir évidemment vis-à-vis de cela. Moi, je ne porte pas de jugement sur les établissements qui ont intégré un institut Confucius dans leur activité. C'est un choix que le mien n'a pas fait. D'abord parce qu'on n'avait pas besoin, parce qu'on a tout ce qu'il faut à la maison en termes d'enseignement de la langue chinoise, mais aussi pour ne pas se mettre en situation de dépendance. Parce que si on délègue une partie de l'enseignement de la langue chinoise, qui est évidemment très populaire au sein de l'établissement, à un acteur extérieur, on n'a plus le contrôle de ce qui est dit et éventuellement on aura des enseignants qui vont cohabiter avec des statuts qui ne sont pas les mêmes, etc. Et donc ça institue une situation de brouillage vis-à-vis des étudiants. Ça peut être moins sensible dans des espaces où le sujet est moins au centre de l'activité, mais ça demande encore une fois une grande prudence sur la question de la mise en dépendance. Sur la question de l'interdiction de certains médias qui véhiculent un discours propagandiste, c'est extrêmement délicat, justement, dans un régime de liberté et qui est caractérisé par une désintermédiation de l'accès à l'information, puisqu'il y a toujours d'autres canaux, y compris pour les médias russes qui ont été interdits. Ça a été une mesure symbolique qui a eu des effets sur le moment. Mais on voit bien que la désinformation circule quand même et qu'ils utilisent aussi cette interdiction pour dire que finalement, il est légitime d'interdire dans d'autres contextes. Donc c'est toute la difficulté. Et je suis désolée, je me répète un tout petit peu, mais à la question de la résilience, il vaut mieux être résistant vis-à-vis de ces tentatives que de chercher à tout contrôler, tout simplement parce que, on ne peut pas. Matériellement, c'est pas possible de tout interdire et de tout contrôler. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas que des médias d'État, mais qu'il y a aussi des relais de propagande de tous ordres par des acteurs non étatiques. Et puis deux, est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un contexte où tout ce qui déborde est interdit ? Pas moi. Voilà, donc c'est toute la difficulté du curseur. Bonjour mesdames. Alors moi j'avais 2 questions et je vais vous les poser en tant que jeune journaliste. Tout à l'heure vous parliez de est-ce qu'on doit prendre au sérieux donc, le fait que le Quai d'Orsay réponde avec humour et vous n'étiez pas d'accord. Et on observe aussi une crise de confiance envers les médias aujourd'hui. Donc pour vous, qui a le rôle en fait, de débunker ces fake news ? Et aussi, donc aujourd'hui on observe avec la guerre au Moyen-Orient, on est en grande difficulté notamment des fois pour trouver des informations. L'AFP notamment a du mal à rentrer sur certains terrains parce que l'Iran aujourd'hui, par exemple, on a un seul journaliste capable de faire des duplex, Siavash Ghazi, qu'on voit sur tous les médias. Comment, à l'époque où même les États se font la guerre avec l'IA, parce qu'on on a vu l'échange des vidéos faites de Lego du régime iranien et des États-Unis. Comment donc on se sert en fait, comment on va accéder à l'information sur ces terrains-là ? Merci. Je peux commencer pour sortir de mon rôle, mais pour expliquer un peu comment l'AFP travaille sur l'Iran. Nous, on a un bureau à Téhéran, un bureau de l'AFP avec plusieurs journalistes, mais effectivement, pour ne pas les mettre en difficulté, on ne les rend pas visibles. C'est-à-dire que tous les articles de l'AFP qui sont écrits ou les informations qui viennent de ce bureau-là, elles passent par Paris et on présente les articles comme si on les écrivait depuis Paris pour que nos journalistes ne soient pas mis en difficulté et puissent continuer à être sur place, justement, parce que l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est de pouvoir rester sur place pour pouvoir quand même continuer à apporter un témoignage. Donc, on a trouvé cette façon de faire. On écrit des articles depuis Paris. Quand il y a des endroits où on ne peut pas aller, une des manières quand même, là, on a beaucoup critiqué les réseaux sociaux, mais pour le coup, là, on peut leur rendre hommage, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir accès à beaucoup de témoignages, on peut contacter beaucoup de personnes. Après, il faut faire le travail de journaliste, c'est-à-dire qu'il faut recouper ces informations, ou en tout cas, quand il n'est pas possible de les recouper, de les présenter comme uniquement des témoignages. Et nous, à chaque fois, AFP, qu'on utilise ce genre de témoignages, mais qu'on est
pas été capable d'aller sur place. On l'écrit noir sur blanc dans notre article. L'AFP n'était pas en mesure de confirmer ce bilan, par exemple, si c'est un bilan humain, n'était pas en mesure de confirmer l'origine de cette frappe, ou voilà, pour bien remettre les choses et expliquer à nos lecteurs, sachant que nous, les lecteurs de l'AFP, c'est les clients médias, c'est les autres médias, puisque nos articles sont envoyés à tous les médias français et internationaux. Donc voilà, pour que tout le monde comprenne bien d'où vient l'information, en fait, parce que ça, c'est important. Mais donc voilà, grâce à ça, on peut continuer à travailler sur l'Iran. Et donc là, depuis le début de la guerre, donc depuis le 28 février, on a monté à l'AFP, qui a son siège à Paris, une cellule qui s'appelle comme ça, avec plusieurs journalistes qui sont persanophones, parce qu'on en a qui parlent perse et qui voilà, nous traduisent donc ce qui passe sur les réseaux sociaux, sachant que l'Internet est coupé en Iran, donc c'est pas toujours évident non plus, mais les bribes qui nous parviennent et on arrive à écrire des papiers comme ça. Moi, je reviens sur la situation, effectivement. C'est que depuis l'instauration du Web 2.0, où chaque citoyen, chaque internaute ou socionaute est à la fois émetteur et puis producteur de l'information. Voilà. Avant, on recevait uniquement, voilà. Maintenant, on peut contribuer à l'information. Donc c'est vrai que ça a complexifié énormément le contexte médiatique français, peu importe tous les pays internationaux. Ce que je voulais compléter sur ça, c'est que... Oui, j'ai encore oublié votre question, mais désolée. Non, ce que je voulais expliquer, c'est que ça a vraiment complexifié la chose. Donc c'est quand même très difficile actuellement de faire la part des choses entre qui émet, qui produit. Et puis, j'ai aussi une formation de journaliste. Et quand j'étais étudiante en journalisme et quand j'ai été stagiaire dans plusieurs rédactions, que ce soit locales, régionales ou nationales, la base du métier de journalisme, c'est croiser, vérifier l'information. Et effectivement, avec ce Web 2.0 où on est à la fois émetteur et producteur d'informations, nous, en tant que citoyens, on va produire une information, on ne va peut-être pas aller vérifier. Alors que le métier du journaliste, c'est pour ça que le journaliste est important, c'est pour ça que les journalistes sont importants dans notre société, c'est qu'ils vont aussi faire ce travail de vérification de l'information et de croiser l'information. Donc ce rôle, voilà, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des journalistes, parce qu'il n'y a pas un journaliste, mais il y a des journalistes, pour citer Christine Le Teinturier. Voilà, peut-être que pour compléter encore une fois, puisqu'on parle là du journalisme, je me permets, c'est vrai qu'une des manières de lutter contre la désinformation, c'est avant tout de produire de l'information, au sens de produire des choses qui sont, comme vous le disiez, recoupées, qui sont factuelles. Ça, c'est comme ça aussi qu'on lutte contre la désinformation. Pour vous donner un exemple, quand Donald Trump fait régulièrement des saillies, il y a quelques mois, par exemple, il avait dit que les femmes enceintes qui prenaient du Doliprane faisaient peser sur leur enfant à naître un risque supérieur d'autisme. Donc ça, on sait que c'est faux parce que c'est attesté par toutes les études scientifiques. Donc nous, AFP et autres journalistes, mais je parle en tant qu'AFP, quand on voit cette déclaration qu'il donne, on ne peut pas non plus décider de ne pas la traiter, puisque voilà, il l'a dite, elle est dans le débat public. Donc comment est-ce qu'on fait pour la traiter ? Et bien là, l'enjeu, c'est de tout de suite la contextualiser. Et donc nous... on a différents formats à l'AFP, mais notamment pour tout ce qui est breaking news, déclarations importantes, actualités importantes, on a ce qu'on appelle des alertes. Donc c'est des informations très courtes qu'on donne en une ligne, que vous voyez ensuite par exemple sur les bandeaux télé, sur BFM, etc. Et donc nous, on avait alerté, on dit ça, on avait donc fait une information importante sur cette déclaration, mais je parle de mémoire, donc je ne sais plus exactement quelle était la formulation, mais tout de suite, on avait écrit... Contrairement à ce que disent les études scientifiques, ou une formule comme ça, Donald Trump affirme que les femmes enceintes prenant du Doliprane créent un risque d'autisme pour leur enfant. Donc voilà, c'est ça le travail de journaliste, c'est de recontextualiser les choses tout en faisant état, en fait. Et ça demande, et donc c'est notre travail, de connaître les sujets, de maîtriser sa matière, de faire notre métier, d'avoir des sources, des interlocuteurs qui vont pouvoir nous dire cette information, elle est juste ou elle n'est pas juste, attention, méfiez-vous, etc. Je reviens sur les médias sociaux. Médias sociaux, si vous préférez, réseaux sociaux numériques. Moi, je ne diabolise pas du tout les médias sociaux, parce qu'ils sont importants dans notre société, parce qu'ils ont un rôle important.
C'est un rôle de sociabilité, surtout pour les générations de 15 à 25 ans ou 15-30 ans. C'est important, ça fait vraiment partie de leur sociabilité. Ça n'a pas éteint leurs relations, ils ont encore des relations, vous avez encore des relations avec vos amis, avec vos proches, vous voyez, c'est quand même important. J'ai un collègue qui est professeur d'université à l'Université de Strasbourg, Philippe Vialon, qui dit que les médias sociaux, il les compare à un couteau. C'est à la fois un outil pour couper, vous voyez, pour s'alimenter, mais ça peut être aussi un outil pour tuer. Donc vous voyez, c'est ça, les médias sociaux, ils ont aussi cette ambivalence. C'est aussi important d'intégrer ça. Encore une fois, ça va être encore l'usage que vous allez en faire. Est-ce qu'un usage, comme vous dites à l'AFP, ils sont importants quand un journaliste veut communiquer? Alors même s'il y a des coupures Internet, mais encore une fois, c'est l'usage. Qu'est-ce que vous allez faire avec un média social? Voilà. X, par exemple, c'est un bon exemple. X, que fait le propriétaire voilà, Through Social avec Donald Trump, encore une fois, un exemple aussi, bon, je vais dans les extrêmes, hein, mais ça illustre ce que je veux dire. Donc, les médias sociaux sont importants. Mais effectivement, il faut quand même s'interroger sur leur rôle et surtout sur leur usage. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quels sont des outils? Est-ce que c'est des outils de communication, d'information, etc. Peut-être aussi sur la dimension métier. Ce que vous avez dit est très important et je le rapproche également de ce qui se passe dans le champ scientifique. On développe beaucoup, et c'est une excellente chose, les médias citoyens, la science citoyenne, un peu dans le même registre. C'est excellent parce que ça permet aussi de s'approprier un peu les codes de l'activité ou de la production d'informations ou de recherche. En revanche, ça peut avoir des effets pervers quand ça n'est pas accompagné d'une formation à la méthodologie. Être journaliste, c'est mettre en œuvre une méthode pour chercher l'information, croiser les sources. Produire de la science, faire de la sociologie, faire de la science politique, faire de l'histoire, c'est aussi une manière de traiter les sources, c'est une méthodologie, c'est des concepts. Et donc, voilà, c'est très bien qu'il y ait une appropriation de ces méthodes, mais ça demande aussi tout un travail et tout un accompagnement en termes de formation. C'est pas simplement le fait de produire de l'histoire ou de la sociologie ou de l'information. Et je reprends et je rebondis sur les règles journalistiques. On dit métier de journaliste, c'est vérifier, croiser l'information, mais on a des règles journalistiques. On commence par la titraille, un titre principal, un chapeau, les 5 W, voilà, hiérarchisation de l'information, pyramide inversée. Et ce qui est extrêmement intéressant quand vous regardez les fake news, c'est que souvent ils copient. Donc vous voyez que le style journalistique est important parce qu'ils vont utiliser ces codes pour fabriquer de la désinformation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Merci, bonjour. J'avais deux remarques, à mon avis, qui sont des dangers un peu qui pèsent sur la production d'informations. Le premier, vous en avez parlé, mais à partir du moment où ça devient une stratégie de saturer le paysage d'informations, de fake news, dans tous les sens, c'est une stratégie de Trump, c'est une stratégie de plein d'autres. Vu le fonctionnement des algorithmes, à quel moment, par exemple, en tant que professionnel, vous décidez de dire ça je traite, ça je réponds, ou finalement je ne traite pas, parce que plus je traite, plus je rends l'information visible, la fausse information visible. Donc ça, c'était le premier élément. Et deuxième élément, sur la nécessité d'une véritable information, il me semble le danger qui pèse, qui est celui de la concentration des médias en France, parce qu'on parle d'ingérence étrangère, mais en France, il y a une très forte concentration médiatique. Et est-ce qu'il ne serait pas urgent aussi de lutter contre ça? Voilà. Pour la première question, une manière d'y répondre, c'est de faire ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de tout de suite recontextualiser, remettre dans le contexte, expliquer que ça ne fait pas l'unanimité. Enfin, voilà, ça, c'est des manières de faire. Après, c'est vrai que savoir qu'est-ce qu'on traite, comment on le traite, est-ce qu'on en fait une alerte, par exemple, est-ce qu'on en fait une petite info, est-ce qu'on en donne de l'importance, tout ça, c'est des débats rédactionnels. C'est la vie quotidienne d'une rédaction, comme l'AFP et comme les autres médias. Mais voilà, c'est des discussions qu'on a entre donc, ce qu'on appelle les rubricards, les gens qui sont spécialistes des sujets, et leurs chefs, de savoir voilà, quelle importance on donne à cette info, est-ce qu'on la traite ou pas. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dire on va arrêter de couvrir Trump parce qu'il dit n'importe quoi. Parce qu'en fait, il est là, quoi. Il est dans le débat public. Et il ne fait pas que dire n'importe quoi, il fait aussi des choses, quoi. Donc on est obligé de suivre ce qu'il fait. Mais nous, notre rôle, puisque ça existe, c'est d'en faire état, mais c'est de le recontextualiser et d'essayer d'amener justement du contexte, de la pensée pour les lecteurs, pour les autres médias, pour savoir quoi faire de cette information, en fait. Et donc comprendre, voilà, qu'il dit ça sur le Doliprane et l'autisme,
Mais c'est le seul, en fait, sur Terre à dire ça. Voilà, tous les scientifiques, toutes les personnes compétentes disent l'inverse. Donc après, les gens, voilà, c'est facile. Bon, ça, c'est le cas facile pour se faire une idée. Il y a d'autres cas où c'est plus difficile. Mais nous, notre rôle, voilà, c'est ça. Et il y avait une autre question, pardon, sur la concentration des médias. Comment lutter contre ça? Il y a des économistes qui ont travaillé dessus. Voilà, il y a Julia Cagé qui avait fait des travaux assez complets là-dessus. Vaste débat. En même temps, voilà, on sait que les gens n'ont plus envie de payer pour l'information. Donc les lecteurs. Donc comment on fait? Effectivement, ça fait des années que le secteur des médias est en crise. Ça continue encore, ça s'accélère même avec l'IA, etc. Donc, effectivement, c'est une question compliquée. Au-delà de la concentration, c'est comment les médias continuent à vivre économiquement, quoi. C'est ça la question derrière. Peut-être le monsieur là qui levait la main depuis un moment, mais je sais pas. Bonjour. Oui. Je voulais parler de l'immédiateté de l'information et de la rapidité de l'information. Je vais prendre un exemple assez marquant. Quand il y a eu, dans l'affaire de la recherche du pont de Ligonnès en Écosse, il y a un individu qui a été confondu physiquement avec ce tueur. Et donc ça a été diffusé pratiquement dans l'immédiat dans tous les médias mondiaux. Et tout ça pour s'apercevoir qu'au bout du compte, la personne qui était en question n'était pas du tout la personne recherchée. Donc moi, j'ai une réflexion, je me pose la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que les médias attendent de vérifier toutes les informations, enfin de l'origine de l'information, avant de la diffuser, pour éviter cette fausse information, justement. Alors là, ce n'était pas forcément la faute des médias, mais je veux dire, il y a un emballement quelquefois face à des événements, et peut-être qu'il faut attendre quelques heures avant de diffuser une information qui finalement se révèle être fausse. Et pour moi, j'ai une expérience, j'ai travaillé dans un journal régional il y a quelques années, et je prenais les informations des correspondants locaux. Et je me souviens, j'avais plusieurs rédacteurs qui contrôlaient ce que j'avais écrit, parce que j'avais pris comme note, et ensuite, ils me faisaient relire, donc je recorrigeais s'il y avait besoin, et ensuite c'était revu une dernière fois, avant la mise en impression, dans la mise en forme de l'article. Donc je voulais savoir, au niveau des écoles de journalisme actuelles, est-ce qu'il y a cet enseignement de la vérification et de l'avertissement face à l'immédiateté de l'information qui peut entraîner une conséquence de fausse information? On peut donner la parole à l'étudiante en journalisme. Est-ce que vous pouvez témoigner? Ça peut être intéressant. J'espère qu'on enseigne encore cette vérification. C'est ce qui est indispensable quand même au métier de journaliste. Mais effectivement, sur l'affaire du pont Ligonnès, c'est intéressant parce que ça fait partie du film de Junio, Mauvaise pioche. Et effectivement, il expliquait, parce que moi je pensais que c'est un journal officiel, je ne sais plus qui avait lancé un peu ce déferlement. Effectivement, il n'y a pas eu de vérification, mais c'est, comment on va dire, les effets pervers des chaînes d'information en boucle. Voilà, et c'est ça, c'est que ça s'est mis en marche. Et puis vous voyez bien les chaînes d'information, quand ça se met en marche, c'est difficile de les arrêter. Et donc c'est vrai que c'est un problème effectivement de vérification au départ. Ils auraient dû vérifier. Là, en l'occurrence, sur du pont de Ligonnès, le problème, c'est que c'était des sources. Oui. C'était la police, il me semble, fiable. C'était des sources policières, des sources qui sont utilisées par les journalistes au quotidien pour donner tout un tas d'informations et qui d'habitude sont très fiables en fait. Mais là, la fausse information venait. En fait, c'était la police écossaise qui n'a pas les mêmes process que la police française pour reconnaître les empreintes digitales. En gros, nous, on doit regarder, je ne sais plus c'est de tête, mais 8 critères, et eux, ils n'en regardent que 4. Grosso modo, c'est ça. Donc, en gros, les empreintes digitales du faux Xavier Dupont de Ligonnès correspondaient au vrai de Xavier Dupont de Ligonnès sur 4 points et non pas sur 8. Et donc, la police écossaise a estimé que c'était lui, alors que bon, ce n'était pas lui. Et donc, a ensuite transmis ces informations à leurs homologues français.
qui, eux, sont des sources habituelles des journalistes et qui ont dit aux journalistes, oui, visiblement c'est lui, il y a ses empreintes digitales, etc. Mais ensuite, on s'est rendu compte que donc c'était pas bon. Mais donc là, c'est pas les médias qui n'ont pas vérifié, en fait, parce que c'est des sources qui habituellement sont fiables. Donc effectivement, par contre, une source peut toujours se tromper. Mais il faut que nous aussi, journalistes, au bout d'un moment, on lui fasse confiance. Moi, dans mon travail de journaliste, par exemple, mettons un interlocuteur nouveau, une personne nouvelle que j'ai rencontrée, qui me donne des informations, avant d'écrire un article avec ce qu'elle me dit, je vais la tester, entre guillemets, je vais l'interroger sur un sujet, voir si ce qu'elle me répond c'est fiable, est-ce que ça correspond à ce que d'autres gens m'ont dit, voilà. Et une fois que j'aurai fait ce travail-là, au bout de plusieurs informations, je vais la considérer comme une source de valeur qui peut ensuite me donner des informations fiables. Donc malheureusement, les journalistes qui ont traité l'affaire Dupont-de-Ligonnès à ce moment-là, la fausse arrestation, ils ont aussi recoupé avec d'autres sources policières, mais en fait le problème c'est que là l'information venait d'un seul canal qui était la police écossaise. Et quelques heures plus tard, parce qu'il y a des policiers français qui sont allés sur place et qui ont commencé à regarder de plus près les empreintes et qui ont dit attention, etc., etc. Donc petit à petit, en fait, tout ça, en plus, ça s'était arrivé le soir, assez tard, à 22h. Donc ensuite, petit à petit, je crois que c'était au petit matin ou dans la nuit, il y a le proc qui était en charge de l'affaire qui a commencé à dire attention, c'est peut-être pas exactement ça, etc. Mais effectivement, ça a pris plusieurs heures. Voilà. Donc vous pouvez témoigner dans... C'est bon, c'est reparti. Alors, je ne sais pas où est monsieur, mais oui, dans nos écoles de journalisme, donc moi je suis en 2e année et je suis aussi en rédaction en même temps chez BFM TV. Et j'ai été l'année dernière dans un journal local, Paris-Normandie. Je peux vous dire que oui, on est formé à la vérification de nos informations, à croiser nos informations. On est évidemment relus et nos professeurs sont, nous, des journalistes, donc ont déjà une expérience aussi du métier. Ils nous apprennent ça. On ne prend pas tout ce qu'on voit ni dans les médias traditionnels, ni dans les médias sociaux pour argent comptant ou pour parole d'évangile. C'est vraiment quelque chose qu'on nous enseigne, on relit plusieurs fois, nos travaux sont relus et on les relit notamment entre nous comme dans une vraie rédaction. Donc oui, vous inquiétez pas, on est normalement formés correctement à ce qui arrive et maintenant aussi dans nos écoles, enfin en tout cas dans la mienne, donc je suis à l'Institut européen de journalisme à Paris, on est aussi formés au risque de l'IA. Donc on a des cours d'intelligence artificielle pour nous apprendre à l'utiliser, parce que maintenant dans les rédactions, on a des chartes d'intelligence artificielle, parce que c'est parfois utilisé dans certains médias, notamment pour la rédaction et pour notamment la correction. Mais donc on est préparé à ces choses-là, on est préparé à ces risques, et on est avec tout ce qui va avec aussi l'histoire du journalisme, notamment la géopolitique, de manière à être polyvalent au maximum. Merci. Il y avait une question au fond, je ne sais pas si... Monsieur au fond. Donc bonjour, c'est plutôt pour Madame Dolbeau-Blandin. J'aimerais que vous nous parliez, là maintenant ça va changer un peu, de l'Estonie. Voilà, davantage. Donc ce que vous avez dit pour le moment, c'était intéressant. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Vous dites que l'Estonie, donc vous travaillez avec l'Estonie, que l'Estonie travaille avec d'autres pays, qu'ils sont reconnus pour leurs compétences, donc sécurité numérique, entre autres choses. Donc, est-ce qu'ils ont été sollicités pour je dirais, faire part de leur savoir-faire, leurs compétences alors, je ne sais pas à quel niveau, mais comment ça se passe et pourquoi c'est une référence? Alors, donc j'ai fini mon travail de recherche avec l'Estonie. En fait, on a mené un travail de recherche. On a répondu à un appel. En fait, on a été contacté par l'ambassade de France en Estonie, qui nous a contactés via le biais de la région Normandie, d'ailleurs, nous a proposé de travailler, parce qu'on travaille sur la désinformation, et de nous regrouper avec des chercheurs estoniens, des chercheurs français, des chercheurs belges, pour justement comparer la situation estonienne et française concernant la désinformation. Donc voilà. Donc on y a travaillé de 2023 jusqu'à fin 2025.
Donc ça, c'est le contexte pour dire que j'ai fini mon étude. Et donc je reviendrai un peu sur ce qu'on a découvert ou mis en lumière. Mais pourquoi l'Estonie ? Parce que l'Estonie, je vous ai dit, avec sa situation géopolitique, a toujours été visée en ligne de mire de la Russie, particulièrement de Vladimir Poutine. Et l'Estonie est, comment on va dire, comme un des leaders du numérique en Europe. Voilà, ils ont un porte-monnaie numérique, voilà, tout est numérisé, tout numérisé, etc. Donc c'est vraiment des leaders. Ils ont vraiment plusieurs, peut-être, temps d'avance vis-à-vis de nous sur l'utilisation du numérique. C'est vraiment généralisé. Alors bien ou pas bien, parce que centralisation, etc., on peut en discuter. Hein, voilà. Bon, mais néanmoins, ils sont quand même très comment on va dire, formés, éduqués au numérique, etc. Donc, vous voulez savoir un peu ce qu'on a découvert en allant en Estonie, comparé, c'est ça ? Qui dit protection dit information, vous venez de le dire, mais c'est aussi, on peut aller jusqu'à la fermeture. Voilà, donc ça m'a fait penser donc, à l'Australie, je crois, qui a opté pour supprimer l'accès aux certains réseaux aux jeunes de je ne sais pas quel âge. Donc, oui, 15 ans, donc, comme quel cadre effectivement, donc, ils ont instauré pour assurer cette sécurité sans entraver la liberté d'autres. Sur les questions de cybersécurité, c'est ça en Estonie ? Oui, par exemple, oui. Je ne vais pas pouvoir vous en parler vraiment sur les questions de cybersécurité à proprement parler en Estonie. Nous, vraiment, ce qui nous a intéressé, c'est de discuter avec des... Enfin, ce qui nous a intéressé, ce qu'on a pu faire aussi, parce que c'est des séjours de recherche, donc tout est aussi guidé. Hein. On est quand même encadré, on va voir certaines institutions, on va discuter avec des institutions. Donc nous, ce qu'on a voulu voir, c'est comparer. Quelle était la situation, comment l'Estonie réagissait face à la désinformation, quelles étaient les attaques et comment était construit le narratif russe. Parce qu'il est extrêmement virulent, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça les bases de notre... Non, mais justement, c'est énorme, parce que nous, on est un peu de loin concernés, mais justement, c'est important, oui. Et puis, comprendre aussi comment l'Estonie est un pays qui est prêt, vous voyez, en cas d'attaque. Alors prêt, voilà, après, il faut voir, mais prêt face à la question de cybersécurité, comment se défendre par rapport au hacking, etc., tous les problèmes de cybersécurité. Et puis aussi, avec cette milice de citoyens, qui sont prêts à défendre leur pays, les bunkers, etc. Donc c'est aussi pour comprendre aussi, puis avec la base TAPA, la base de l'OTAN qui se situe à TAPA, pour comprendre aussi comment travaillent, comment les soldats du régiment Lynx, la compagnie Lynx, travaillent au quotidien, se préparent éventuellement à une attaque de la Russie. Voilà. Mais je ne peux pas trop en dire plus aussi. Peut-être une dernière question parce que il est bientôt l'heure en fait, dans 3 minutes. Bonjour. C'était pour rebondir sur la question du monsieur, pour savoir si vous réfléchissiez à la question de comment toucher notre cible. C'est-à-dire qu'effectivement, vous disiez qu'il faut produire de l'information quand il y a de la désinformation, mais encore faut-il toucher la cible, c'est-à-dire est-ce que vous réfléchissez à cette question-là qui n'est pas simplement la question de la production d'information, mais de la diffusion. Quand madame disait un homme, un média, moi je trouve ça, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, parce que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec des sortes de bulles informationnelles, où on a du mal à toucher l'autre et avoir un contact avec la pensée de l'autre. Hein. Nous on voit en tant qu'enseignant, enfin je suis enseignant, on n'a pas les mêmes informations que nos élèves, on n'est pas du tout sur les mêmes canaux, et parfois il y a des évidences pour nous qui n'en sont pas du tout pour les autres. Et donc, est-ce qu'on n'a pas une illusion de débunker des informations Et donc voilà, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites sur comment atteindre notre cible pour que ça ait un effet réel ? Voilà. Oui, effectivement, c'est tout le débat autour du fact-checking. Voilà, quand on fact-check quelque chose, donc quand on vérifie une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux, qu'on montre qu'elle est fausse, au final, à qui ça parle ? Parce que les gens, les études cognitives ont montré que les gens retiennent plus la première information qu'ils ont reçue, même si elle est fausse. Même si ensuite on leur dit c'était faux, ils vont dire ah oui, mais c'est quand même bizarre, voilà, c'est flou, c'est pas clair. Donc c'est vrai que c'est un débat.
malgré tout, j'ai pas les études vraiment en tête, donc ça va pas être très étayé, mais il y a quand même un effet du fact-checking, il y a quand même des effets bénéfiques, donc il faut quand même le faire. Nous, à l'AFP, on l'a vachement développé, on le fait en une vingtaine de langues, il me semble. Donc voilà, parce que nous, l'AFP, on a des bureaux dans le monde entier, on a des journalistes dans le monde entier, donc voilà, dans une quarantaine de bureaux dans le monde, on fait du fact-checking, donc dans les différentes langues, en portugais, en arabe, etc., etc. Donc pour essayer justement ce que vous disiez de toucher une audience plus large. Et après la question des bulles informationnelles, des bulles cognitives, voilà, bah oui, ça c'est tout le problème, mais c'est pas que la responsabilité des médias, la grosse responsabilité avant tout c'est celle des médias sociaux, des réseaux sociaux, puisque eux ils ont des algorithmes dont on ne connaît pas le fonctionnement, puisqu'ils ne veulent pas ouvrir leur fonctionnement des algorithmes, donc c'est des boîtes noires. On ne sait pas comment X promeut tel ou tel contenu aujourd'hui. Ce qui empêche aussi d'ailleurs les chercheurs de travailler dessus et de pouvoir mettre à nu justement ces mécanismes-là de désinformation vraiment et de malinformation en fait. Donc ça, c'est les gros problèmes de ces grosses plateformes. Mais il y a des lois en Europe, il y a le DSA qui essaye de faire en sorte qu'on ait accès, mais pour l'instant, c'est pas concluant, quoi. Donc effectivement, c'est un problème qui, pour l'instant, n'a pas de solution. Je pense que je me suis peut-être remettre du contexte pour un homme à médias. C'était après l'épuration pendant la Seconde Guerre mondiale où il fallait un petit peu remettre de l'ordre après tout ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les médias, etc. Mais effectivement, ces temps-ci, je trouve qu'on parle d'un homme. Mais en fait, c'est pas un homme le propriétaire, c'est le groupe. Vous voyez, c'est pas justement Monsieur Bolloré qui pose problème. C'est ce groupe qui va faire un monopole sur les médias. Vous voyez, c'est cette comment on peut dire cette accumulation, cette agrégation de médias au nom d'un groupe. Souvent, je pense qu'on occulte, on pense à un homme, mais c'est surtout un groupe de médias. Même d'ailleurs, pas toujours un groupe de médias. C'est une entreprise, etc. Donc c'est ça qui pose problème. C'est ce monopole et c'est cette concentration aux mains d'un groupe. Le temps imparti est écoulé, pile 15h30. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde.